ce livre traite de 24 films. Il fallait en choisir quelques-uns. Donc le choix était un nombre au hasard. Voilà, au moins un. Là, vous en avez 2, c'est déjà pas mal. Donc, on va vous montrer quelques images, peut-être revenir sur l'objet livre lui-même. Alors, c'est peut-être un supplice de Tantale. Vous ne l'avez pas entre les mains, mais on va vous en parler et vous le verrez en sortant. Alors ça, c'est un premier dessin, c'est peut-être le premier dessin qui est apparu au moment où Catherine, Enrico et moi étions en train de discuter pour savoir comment nos travaux préalables pourraient peut-être se transformer en un livre. Peut-être on peut passer à la suivante. Enfin, ou même sur on peut revenir sur la première. Je vais détailler une chose. Ouais. Parce que, bon, d'accord, c'est un rectangle, mais en fait, le rectangle, c'est une pièce noire. On imaginait une pièce noire, une pièce tendue d'un tissu noir ou d'une matière noire. Et au centre de cette matière noire, il y a un rectangle qui pourrait être un écran, soit un écran vide en attente d'un film qu'on pourrait projeter, soit peut-être plus exactement un écran lumineux qui serait la somme des 24 films qu'on a déjà projetés, quelque chose comme ça. Ouais. Autour de l'écran, ou définissant l'écran, si on regarde la suivante, c'est-à-dire que là, vous avez encore l'écran blanc, et puis on discute autour de l'écran blanc, et là, en fait, peut-être que nos discussions définissent l'écran blanc, c'est peut-être plus exact. Et nos conversations vont se retrouver, en fait, en tout cas, ou partent de ce qui se retrouve déjà écrit à l'écran, written on the screen. Alors, written on the screen, ça a été à un moment donné un titre qu'on s'est donné comme ça, qu'on a partagé, et qui venait comme un écho à un film de Douglas Sirk qui s'appelle Written on the Wind. On peut avancer encore un peu. Donc, film après film, nos conversations devaient suivre, on espérait que les conversations allaient suivre le mouvement des textes et des images qui passaient à l'écran. Tous ces dessins-là, en fait, précèdent totalement, c'est-à-dire on ne sait pas tellement encore pour l'instant quel livre on va faire, véritablement. Mais bon, on avance quand même un peu. Ouais. Et puis c'est la couverture, en fait, du livre, ou pas exactement la couverture, ou pas seulement la couverture. En fait, c'est un rideau qui masque la couverture qui se trouve dessus, comme quand on allait au cinéma et qu'il y avait des rideaux devant les écrans. Et donc, l'image suivante, donc, on a retiré le rideau qui masquait l'écran de projection, et là, vous avez maintenant la couverture du livre qui résume toute la situation. Written on the screen, le nom des auteurs, et Mubi qui les accueille et qui les aide. Là, vous avez la page de droite de Sailboat, que vous venez de lire ou de regarder. Je ne sais pas ce que vous avez fait, si vous avez lu ou si vous avez regardé. C'est le 11e film du livre. Donc c'est le 11e film qui a fait l'objet de nos conversations. Chaque film, en fait, discutait, commençait ou exposait la première image du film. Bon, il se trouve que la première image du film ici revient, mais c'est la première image du film. Et autour, naviguant autour de l'image, on a les informations premières qui concernent le film. Et après cette page, que vous n'allez pas voir, on lance la bobine, on scrute le film à 3 et on discute. Voilà. Et donc voilà ce qui se passe après, c'est qu'on discute, c'est ce qu'on fait maintenant.
Oui, alors effectivement, le livre est conçu comme une conversation à trois. Chacun garde sa propre voix, sauf dans l'introduction dans laquelle on parle d'une voix. Et effectivement, les films choisis ont été analysés dans leur intégralité avec cet angle particulier porté aux mots composés typographiquement en particulier, avec cette attention particulière, mais il est inévitable de faire des digressions d'autres sortes. Mais juste pour vous donner un exemple, on ne va pas vous résumer le texte sur Sailboat à l'occasion, mais vous donner au moins une idée de comment on a travaillé, vous montrer peut-être aussi des choses qui ne sont pas dans le livre, puisque dans le livre, le parti pris a été de l'illustrer exclusivement avec des images des films. Alors il y a beaucoup d'images, mais beaucoup d'images exclusivement des films dont on traite. Mais pour un film comme Sailboat, par exemple, la question de convoquer d'autres sources, enfin pour tous les films, mais on va vous parler de celui-là ce soir, d'autres sources visuelles ou autres par ailleurs étaient évidemment très présentes. Alors pour Sailboat, il y avait quelque chose qui nous avait amusé. On a beaucoup regardé aussi l'histoire de la réception de ces œuvres, en particulier qu'est-ce qu'on a écrit sur ces films à l'époque de leur sortie. Et une chose qui nous avait interrogé et dont on parle dans le livre, c'était on était tombé dans l'illustration d'un article d'un Art Forum, d'un article de la critique américaine Regina Cornwell sur le film de Joyce Wieland, et donc qui parle de Sailboat, sur cette image, une image en noir et blanc. Donc, bon, la revue était imprimée en noir et blanc dans les pages internes, et évidemment une image qui illustre le film, mais qui ne l'est pas du tout. Alors, justement, tout est dans la différence entre peut-être cette image fixe et le film en mouvement, les images en mouvement qu'on a vu. Donc, non seulement dans la couleur, mais effectivement également dans l'alphabet utilisé, parce que effectivement, ça n'a rien à voir. Et la plupart du temps, on avait remarqué cette image, alors comme il arrive aux images en mouvement, on en choisit une, on répète la même pour l'illustrer, et cette image a circulé comme illustration du film, même envoyée, je présume, par l'artiste elle-même dans la documentation du musée à l'époque de son acquisition, car ce film a été acquis en 1975, au tout début de la collection de films du musée. Donc, dans cette distinction, dans cette différence entre une linéale qui rappelle effectivement un alphabet très, très connu, dans lequel on ne veut pas parler, un célèbre alphabet helvète, mais dont il est par ailleurs question dans le livre. Hein. Je sais que tu voilà, parler, c'est une question, c'est-à-dire qu'on a évidemment tout de suite affirmé au-dessus c'est quelque chose, dans ce qui est en blanc sur bleu c'est quelque chose, et en dessous on sait ce que c'est de l'Helvetica. Mais en fait, si on s'est mis à scruter un petit peu les choses, c'était aussi pour essayer d'être plus exact ou de chercher un peu davantage et de se demander si c'était de l'Helvetica ou si c'était autre chose. Voilà. Donc en fait, regarder les films nous a aussi conduit à regarder un peu plus précisément peut-être que ça n'était fait là, de quoi on parlait et si on pouvait essayer de nommer plus exactement les choses. Même si dans le cas là, du caractère helvète qui se trouve sur l'image en noir et blanc, c'est une typographie qui a été faite en lettres découpées, donc elle a des contours qui sont maintenant assez indéfinis. Donc on dira que ça ressemble à un caractère qui appartient à l'ensemble des caractères qui ressemblent à l'Helvetica, mais c'est peut-être pas celui-là. On peut repasser peut-être à celle du dessus, ouais, à la précédente. Ouais. Comme tout le monde, je veux dire, quand j'ai regardé le film, j'ai eu le temps de voir les 8 lettres qui étaient en haut de l'écran. Et donc, je m'y suis un peu intéressé. En fait, je me suis demandé, bon, d'abord, elles sont fixes, elles ne changent pas de place. Ce qui change, c'est ce qui se trouve derrière les lettres, c'est ce qui se trouve en fond, même si le fond a aussi une permanence, une sorte de permanence monochrome. Bon. Et donc ces 8 lettres placées comme ça en haut du format
blanche, mais le blanc est une couleur, ça ne veut pas dire sans couleur, en couleur blanche, sur un fond monochrome. Dans cet alphabet, lettres espacées de cette façon-là, lettres tout en minuscules, c'est-à-dire sans variation dans la ligne, contrairement à l'image qui est donnée en dessous, où on a une capitale initiale et ensuite des minuscules, me faisait penser à quelque chose. Peut-être on peut voir après. Je montre en fait les deux alphabets auxquels je pense. Bon, il se trouve que le film de Joyce Wieland est fait avec la ligne qui est en dessous, qui est du STIMI extra bold condensé, et qui évidemment ressemble au STIMI extra bold. C'est un peu la même chose, mais le STIMI extra bold, il est utilisé par quelqu'un d'autre. On peut peut-être voir l'image. On peut voir l'image, Enrico. Ah, pardon. Je regardais plus, c'est moi qui regardais plus. Et donc, bon, voilà, ça m'a un peu fait penser à ça, c'est-à-dire au premier livre édité par Ed Ruscha, 26 Gasoline Stations. Le titre, bon, certes là, il est en 3 lignes, mais il est composé un peu de la même façon. C'est pas qu'on veuille oublier ce qui se trouve en bas, mais si on reste en haut, là, certes, c'est en capitale, mais c'est sans variation, légèrement espacé, sur un fond monochrome. Ruscha disait « J'aime l'idée de la typographie et des livres. Je me suis donc dit que je pourrais peut-être peindre des couvertures de livres. » Alors, on peut voir l'image suivante. Et donc, il a peint une couverture de livre dont il a donné un détail. Donc, c'est 26 Gasoline Stations Standing Open. Donc, on voit les pages derrière qui sont en mouvement, qui bougent d'une certaine façon. Donc, le livre peint se met tout à coup en mouvement. Cet aspect du travail de Ruscha et la fixité du titre Sailboat m'ont poussé à regarder le film de Wieland comme une couverture de livre dont le fond se serait mis en mouvement, élaboré en déclinant plusieurs fois le même motif, un bateau qui traverse l'écran de gauche à droite. Bon, je ne sais pas si vous avez compté, mais donc je me disais juste, comme sur le dessin de Ruscha, je peux imaginer les pages qui constituent le livre et compter les passages du ou des bateaux. Il y a 11 bateaux qui passent. Et je me disais, au fond, sur la couverture du film de Joyce Wieland, on aurait pu avoir 11 voiliers, comme on aurait 26 Gasoline Stations. Et comme l'artiste américain, enfin comme Ed Ruscha le dit, Joyce Wieland aurait pu dire « Je me suis donc dit que je peignais peut-être des couvertures de films. » Enfin, j'ai pensé à ça. Et donc, dans nos discussions, on a eu ce type d'échange. Voilà. Alors, à propos de nos discussions, on peut peut-être apporter une petite précision sur l'histoire de nos conversations, puisque au départ, nous nous étions dit que nous allions vraiment converser, regarder les films ensemble et sans parler, que ces conversations seraient enregistrées, ensuite transcrites et puis éditées. Et au bout de quelques temps, nous nous sommes rendus compte que c'était impossible et que nous aurions besoin de beaucoup trop de temps si nous voulions poursuivre de cette manière. Donc ce sont restés des conversations, mais qui sont passées par d'abord l'écrit, puis de longs appels téléphoniques pour éditer. Voilà. Donc il y a eu des conversations dans différents sens qui sont à l'origine du livre. Donc peut-être on peut voir l'image suivante. Je pensais peut-être avant rappeler, tu ne l'as pas dit Enrico, mais tu avais évoqué une possible comparaison avec des livres illustrés pour enfants. En poursuivant cette interprétation, j'ai pensé moi-même au livre d'apprentissage de la lecture. Il se trouve que ce film de Wieland a été plusieurs fois interprété associé plutôt par des critiques à l'enfance, bien sûr, mais aussi à l'innocence. Et
finalement, on peut se dire que ce film n'est pas non plus dénué de deuxième degré et qu'on pourrait aussi imaginer que ce film est une sorte de reconstruction, sinon ironique, au moins malicieuse, d'un dispositif d'apprentissage comme peut l'être, d'un dispositif pédagogique comme peut l'être un livre d'apprentissage de la lecture. Voilà. C'est un exemple d'une conversation et d'un échange que nous avons eu et des idées qui pouvaient germer dans ces trilogues. Wieland, dans deux autres de ses films, au moins, je ne sais pas, peut-être Enrico, tu en connais d'autres, ou ce serait le cas, mais en tout cas, dans deux autres films, Wieland inscrit le titre dans un espace, disons, inhabituel. C'est le cas dans 1933, qui est un film qui date de 1966, juste avant Sailboat. Et dans 1933, le titre revient de cette manière, de façon intermittente. Et dans un autre film, Reason Over Passion, qui lui est juste, qui succède à Sailboat, là le titre revient un nombre incalculable de fois, je crois plusieurs centaines de fois, mais chaque fois différemment, avec un jeu de permutation des lettres. Et Wieland s'est intéressé, on le voit, aux mots et à la langue dans son œuvre tout entier. Et elle n'a pas fait que des films, elle a fait aussi des peintures, des collages, des dessins et des quilts. Et vous en voyez ici un qui est associé donc au film dont on a vu une image à l'instant, Reason Over Passion. Et il existe une version française de ce quilt, La raison avant la passion. On n'a pas l'image de la version française. Et on peut, voilà, face à cette association d'images et du titre Sailboat et du mot, une autre comparaison s'est imposée à moi. Kossuth, en 1965, Joseph Kossuth lance sa série des One and Three, donc un objet, sa définition et sa représentation photographique. Et on peut imaginer, on peut envisager Sailboat comme un one and two animé, surtout si on regarde si on établit cette analogie entre la manière dont est composée l'entrée de la définition du mot, le caractère et celui de Sailboat qui sont très proches, au moins dans cette installation-là, puisque les définitions de Kossuth sont tirées de différents dictionnaires, donc ça n'est pas toujours le cas, mais il se trouve que dans ce cas-là, il y a une analogie assez évidente, puisque le mot est composé dans une minuscule grasse de la même manière que Sailboat. Voilà. Dans la conversation telle qu'elle est écrite, voilà, on touche à des tas d'autres choses. C'est le principe était justement à chaque fois de rappeler, de faire appel à une référence, à quelque chose qui aurait été comme dans les exemples que tu nous as montrés, soit contemporain, soit des antécédents, soit quelque chose de postérieur. Il y a toute une série de renvois aussi entre les films qui participent de ce jeu, de ce régime de la conversation. Voilà, donc oui, on faisait sans cesse surgir des images qu'on avait envisagé de reproduire dans le livre, et finalement,
bon, le parti a été pris différemment, mais c'est plutôt plaisant de pouvoir les montrer ce soir. Donc on va juste peut-être, enfin on aurait un historique long de ce projet à résumer. Il est un peu difficile, mais effectivement, comme on l'a annoncé dans l'introduction, c'est disons le résultat. Alors final, non, je pense qu'on n'a jamais terminé de travailler, mais c'est un résultat d'un projet de recherche qu'on avait commencé il y a quelques années. Donc, qui portait le titre Typofilm, alors c'était très explicite. Donc, sur les rapports de la typographie à l'image en mouvement, à partir donc, de films de la collection. C'était un projet de recherche monté ici, mais en collaboration avec donc, l'Université Paris 8 et donc, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, donc vos institutions respectives. Donc il y a un certain nombre, parce que la conversation, nous, on l'a entre nous trois pour le livre, mais on a conversé avec beaucoup de gens. Certains sont ici dans la salle, ça nous fait beaucoup plaisir. Donc il y a eu différents temps dans ces projets. Il y a eu des moments avec les étudiants, donc des moments plutôt d'ordre séminarial. On converse dans un séminaire, par définition. Donc, parmi les participants, ils sont tous évidemment dans le célèbre, désormais, colophon du livre, qui fonctionne comme un générique de fin. Mais parmi les participants, donc, on avait Paul Palacios, qui nous avait fait une intervention justement sur Godard et la typographie, qui est ici dans la salle. Donc, on salue. Il y avait, donc, entre autres, Béatrice Frankel, qui avait fait une séance donc, dédiée à l'écriture, en tant qu'anthropologue de l'écriture. Il y a eu d'autres temps, alors étant entre une université et effectivement une école d'art, la partie pratique était mise en valeur, donc on a eu des ateliers avec des artistes, notamment avec Pierre Bismuth, puis ensuite avec donc un atelier, un laboratoire avec les étudiants autour du paratexte de la séance, donc de tout ce qui est imprimé et qui entoure une séance, avec donc Achim Reichert qui est ici, et Célia Houdard qui avait travaillé avec nous à ce moment. Ensuite, donc, il y a eu d'autres interlocuteurs et d'autres intervenants pour les séances qui ont eu lieu ici même au Centre Pompidou, dans lesquelles on a montré pas mal de films de la collection. Alors, pas que, il y avait des invitations à des artistes aussi externes, mais beaucoup de personnes ont travaillé à ça et ont apporté, ou on a intercepté leur travail et on leur a demandé de le partager dans ce contexte. Après, il faut dire une chose, je le signale parce qu'on est ici dans une... Donc, à cette occasion de la sortie du livre, dont Mubi est éditeur et coéditeur avec les éditions du Centre. Mais la première fois qu'on a essayé d'écrire sur le sujet à trois, c'était une contribution réalisée pour la revue de Mubi, donc le Notebook, pour le premier numéro qui était dédié aux ouvertures, openings, c'était le titre de ce numéro thématique. Alors l'idée était enfin la commande que David nous avait passée à l'époque était de travailler sur les génériques de début, dans les films expérimentaux et dans les films d'artistes. Parce qu'effectivement, un des points de départ, ça il faut peut-être le préciser, du projet Typofilm, est peut-être un constat, enfin il y avait deux constats, il y avait un constat très socio-anthropologique du type on n'a jamais autant lu sur nos écrans et pourtant le numérique n'a pas inventé la lecture sur les écrans, donc ça il fallait quand même le rappeler. Et deuxième chose, effectivement, la partie du mot qui apparaît à l'écran a été très analysée, très mise en valeur même. Mais pour ce qui concerne le cinéma industriel, on va dire, alors, la question était qu'est-ce qui se passe dans le cinéma qui est produit, disons, à marge de l'industrie. Et effectivement, donc, par exemple, la collection films du musée était un ensemble très éloquent, puisque c'est une collection unique au monde dans laquelle cette production est
recueillis. Et effectivement, on a pu donc choisir dans la collection pour travailler cette production. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Effectivement, si on s'intéresse au cinéma produit à marge de l'industrie, on découvre peut-être que les relations mots et images se renversent en quelque sorte par rapport à ce qui se passe dans le cinéma industriel. Dans le cinéma industriel, pour aller vite, vous avez effectivement l'écrit dans des positions liminaires, début et fin, ou alors dans le cinéma muet, vous avez les intertitres qui aident à conduire le récit, donc ils ont une fonction assez précise. Mais d'une manière flagrante, dans le cinéma, dans les films réalisés par les artistes ou par les cinéastes expérimentaux, le mot devient central. Donc en fait, le centre et marge se renversent en quelque sorte. Ce qu'on a fait donc pour cette contribution, c'était d'aller regarder quelques génériques de début, quelques génériques d'ouverture, donc des quelques films expérimentaux, certains très peu étudiés en tant que générique, type celui de Wavelength de Michael Snow, peut-être l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma expérimental, et de traiter ces images alors comme images fixes. Ça, c'est important, on les a... donc mes camarades ont travaillé plutôt la partie typographique, moi je m'intéressais plutôt à la partie film. Dans le livre, on a compris que c'était un peu difficile de dissocier les deux choses, et tout le monde parle de tout, effectivement, à la fin. Mais voilà, l'idée, le style presque qu'on avait en tête, le format plutôt, c'était celui de la légende. Et en fait, c'était presque la légende de typofilm dont on voulait faire le livre. On aimait bien cette idée. Finalement, le livre est un peu plus qu'une légende. Donc, je disais juste, on m'a demandé si c'était un livre-objet, vu que très peu de photos ont circulé de ce volume. Donc, il y avait un peu un mystère sur ça. Il y a toujours, parce que le livre n'est pas encore en distribution. Mais non, il n'est pas seulement un livre-objet, il y a beaucoup de textes à lire. On estime que quand même il y a eu un travail d'écriture, pas seulement visuel, bien que celui visuel soit très important. Donc ça, c'était un peu la première contribution et la première idée de travailler ensemble à quelque chose d'envergure. Ensuite, alors peut-être on a un peu tous fait référence à la manière de travailler de manière réflexive, mais il faut dire une chose, David l'a un peu annoncé dans son introduction, la collection est physiquement vraiment très très proche. Pour amener les films en cabine pour ce soir, on passe juste de sous-sol, on les monte à la cabine de projection. Donc on a travaillé au plus près avec la collection. Donc j'en profite pour remercier mes collègues à la collection film, mais en particulier mes collègues archivistes, donc Amandine Bertin et Alexis Constantin, qui ont accompagné ce travail. Et donc, on a fait, je vous montre quelques-unes des images pour accéder aux chambres froides, dans lesquelles on garde la collection, qui ont été réalisées par une photographe qui est ici, Raphaël Giaretto, que je salue également. Et certaines de ces images, donc, vous les retrouvez dans le livre, d'une manière comme une surprise, comme un supplément. Donc, dans ce parcours qui nous amène justement aux chambres froides, on a pris quelques copies de films. Alors, la bobine rouge très belle est celle de Standard Gauge, que vous verrez juste après cette conversation. Et on les a montées donc, dans l'atelier, dans l'espace dans lequel mes collègues travaillent. On travaille à la collection. Donc on a une table de montage, on a tout l'appareillage argentique. Et on a commencé donc à choisir les images à la table lumineuse. Donc, par ailleurs, dans la table de matière, la première partie du livre s'intitule On the Light Table, donc sur la table lumineuse. Et alors, ce procédé était... je le mentionne parce qu'on a quand même commencé à écrire et choisi les images et réalisé les images pendant l'écriture. Donc, ça pouvait... l'écrit pouvait appeler une image, j'ai besoin de ce photogramme, ou inversement, une image réalisée pouvait susciter un commentaire. Donc c'est quelque chose quand même qui est bien de rappeler. Après, ensuite, le travail est assez méticuleux. Il faut, pour chaque séquence qu'on identifie, insérer un fil dans la pellicule, ce qui donne lieu à ce type de résultat à un moment.
Donc, c'est comme des marque-pages hein, pour ne pas se perdre dans la bobine de film. Alors, dans des publications anciennes dédiées à l'image en mouvement, ces films n'ont pas été systématiquement retirés, donc vous avez un bout de fil qui se balade dans les photos. Mais ce n'est pas le cas dans ce livre. Et effectivement, donc, à partir de cette sélection, on passe à l'appareil photo, qui est, donc, a été utilisé par notre photographe Hervé Véronèse, qui est ici dans la salle, qui est en train de prendre des photos en ce moment même. Donc, tout se tient. Donc, oui, on enlève le fil. On place le film sur une autre table lumineuse. Et le photographe peut travailler, et avec un temps de pause assez long. On perd la prise de vue évidemment dans le noir pour ne pas avoir de lumière parasite. Et la plupart des images, donc je ne les ai pas comptées, je ne sais pas si vous vous êtes amusé à les compter, mais il y a presque 400 images, je crois, quelque chose comme ça, presque. Voilà, on a tout été réalisé de cette manière à partir donc des films de la collection, avec un petit passage final, pas si petit que ça, un retouche numérique, puisque effectivement le film est un matériel, donc sa transparence nous aide à transporter également quelques petites traces de poussière et d'autres choses qu'il est bien de retirer parfois. Je voulais donc qu'on ait quand même ce parcours de matériel, parce que je pense qu'il est très présent à l'intérieur du livre. On n'aurait pas pu écrire, on n'aurait sûrement pas écrit de la même manière si on n'avait pas eu accès au film de cette manière, donc à leur état premier et original. Et peut-être ça nous amène vers le dernier film, le film qu'on va montrer. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. D'accord. Donc, juste une chose, effectivement, pourquoi ce film Standard Gauge? Voici une page du livre dédié à Standard Gauge. Il a une particularité, il est le dernier film du livre. Donc, le premier date de 1926, le dernier date de 1984. Dans cet arc temporel, il se passe plusieurs choses, mais effectivement, il nous paraissait important de terminer avec ce film qui a une partie sans doute réflexive par rapport aussi à la nature de l'ouvrage. Bon, on l'a détaillé jusque-là. Effectivement, vous avez compris, les images qu'on imprime, qui sont imprimées dans ce livre, qui sont présentées dans le livre, nous donnent à voir beaucoup plus que le film lui-même. Nous donnent à voir le ruban de pellicule, ce qui contient d'autres informations et d'autres textes même, effectivement, à partir de tous les inscriptions qui sont conservées, qui se trouvent sur les marges, justement un autre type de marge, sur les marges de la pellicule, qui nous aident parfois à la dater, à en connaître le fabricant, qui nous donnent d'autres informations sur la trajectoire biographique de cet objet. Alors, ce qui se passe dans le film de Morgan Fisher est un refilmage en 16 mm de bouts de pellicule 35 mm. Donc, le format amateur, le format du film expérimental, observe et commente dans son intégralité, dans toute son ampleur, justement, le format canonique de l'industrie, donc le format principal adopté par l'industrie, donc par l'industrie cinématographique à l'époque du film photochimique. Donc on est dans un moment dans lequel le film photochimique continue à exister, existe toujours, mais d'autres paradigmes ont surgi, notamment l'image numérique. Donc le film de Morgan Fisher avait et a toujours un caractère très pertinent quand on parle de film sur pellicule. Le film lui-même, il est très bavard, à peu près aussi bavard que nous on l'a été, puisqu'on est à la 35e minute. Le film dure exactement 35 minutes et 12 secondes, si je ne me trompe pas. Donc
quelque chose à ajouter, un autre supplément textuel, le film est sous-titré en français. Le texte de la voix off de Fischer est particulièrement... On peut de cette manière l'apprécier dans son intégralité. Voilà, c'est bien de le rappeler. Donc, je ne sais pas, je pense que... D'accord. On peut lancer donc la projection de Standard Gauge. Merci.